merci effectivement tout d'abord au professeur Grégoire Bigot qui a eu la bonne idée, en tout cas pour moi, de m'inviter avec ses collègues de la faculté de Nantes pour ouvrir effectivement votre année universitaire. Je crois que vous vous êtes réunis ce matin pour la première fois. Et donc cet après-midi, c'est la conférence, la première conférence, je pense, de l'année pour vous. Et j'en suis à la fois très touché et en même temps très intimidé. Et donc je vous remercie par avance, vous, les étudiants du master, première année, deuxième année, de votre présence, de votre attention et des échanges, hein, effectivement, cela a été dit, que nous pourrons avoir ensemble sur une thématique que vous connaissez bien et que vous connaissez probablement bien aussi sans même le savoir. Et donc j'espère ne pas trop vous ennuyer ou vous perdre dans mon propos. Alors vous pourrez vous demander peut-être pour quelle raison votre professeur, vos professeurs ont souhaité qu'un enseignant-chercheur à l'école des Chartes, qui n'est pas juriste, qui est un historien de formation avant tout, ait été choisi pour prononcer donc cette conférence introductive, inaugurale, à une année d'enseignement qui pour vous est dédiée au droit et à son histoire. Alors c'est vrai que l'école des Chartes, un grand établissement d'enseignement supérieur, a toujours marqué une forme de révérence et même je dirais d'affection à l'égard du droit et de son histoire. L'école a été créée en 1821, donc elle vient de fêter son bicentenaire et elle a pour vocation, hein, je vais aller très vite, de former les cadres de la conservation, principalement du patrimoine écrit, à savoir les archives ou les bibliothèques, pendant désormais 4 ans d'études et à travers la réalisation d'une thèse, qui n'est pas une thèse de doctorat, mais qui est une thèse de recherche pleine et entière. Et dès les premières décennies de son existence, donc dès les années 1830-1840, il a été prévu de fournir aux élèves une formation, alors certes, bien inférieure à celle que vous recevez dans votre cursus ici à Nantes, mais une formation essentiellement aux sources du droit depuis l'époque médiévale et pendant longtemps exclusivement limitée à l'époque médiévale et puis petit à petit parce que le temps est fait comme cela et que la recherche universitaire a porté son intérêt très, très vite au XIXe siècle sur les périodes postérieures. L'idée était d'aider les élèves à mieux maîtriser le vocabulaire et le raisonnement des documents de la pratique, dont je vais plutôt vous entretenir, qui étaient conçus, qui étaient rédigés par des gens qui étaient, eux, formés dans des universités, comme vous l'êtes aujourd'hui à Nantes, à l'époque médiévale, moderne, ou plus tard contemporaine. L'idée était effectivement de pouvoir non seulement lire, mais bien comprendre les chartes médiévales et ensuite les documents des époques postérieures. Et il est un fait qu'une bonne partie des chartistes du XIXe siècle, puisque c'est ainsi qu'on appelle les élèves qui fréquentent l'école, quand ils sont diplômés, on les appelle archivistes paléographes. C'est un titre un peu mystérieux qui n'a pas été modifié, mais qui est parfois un petit peu mal compris. Donc les chartistes, dès le XIXe siècle, et surtout au XIXe siècle, je dois dire, suivaient parallèlement ou après ou avant un enseignement en droit. Une partie d'entre eux étaient licenciés en droit. Et on peut dire que le droit a vraiment passionné et passionne encore les chartistes. Je rappelle pour mémoire, parce que je pense que c'est un organe de publication dont on vous a parlé, que la revue française, la revue historique pardon, de droit français et étranger, a été cofondée par 2 chartistes, hein, Rodolphe d'Arrest de la Chavanne, qui est ensuite devenu conseiller à la Cour de cassation, et Eugène de Rosière, qui lui a suivi une formation plus classique en étant inspecteur général des archives, qui ont été 2 des 4 fondateurs de cette revue qui aujourd'hui, vous le savez, accueille une partie des publications dans votre domaine d'expertise. Et aujourd'hui encore, l'école compte 2 professeurs d'histoire du droit qui se partagent l'ensemble des périodes, je dirais, historiques, qui nous ont laissé des documents écrits, en tout cas pour les archives, en prenant pour partage ou pour ligne de démarcation, si vous me passez l'expression, le code civil, hein, donc un plutôt pour la période, je dirais, médiévale et moderne, et l'autre pour les périodes plus contemporaines. Mais malgré tout, c'est aux professeurs d'histoire des institutions et des archives de l'époque moderne que le professeur Bigot a fait appel pour cette séance. Alors je veux évidemment y lire la marque de son amitié, forgée entre autres au contact d'un jury d'agrégation d'histoire du droit que j'ai
réellement découvert et aimé il y a très peu de temps. Je veux également peut-être y lire aussi la trace de ses origines britanniques, qui lui ont fait sans doute apprécier à sa juste valeur l'un des mouvements que moi aussi j'apprécie beaucoup dans le jeu de rugby, qui est le cadrage débordement. Et donc je pense que d'une certaine manière, je vous invite aussi à une forme de cadrage débordement par rapport à vos études cette année. Alors, mon propos du jour, l'État en acte, s'ouvre par un mot, l'État que tout le monde pense comprendre intuitivement, mais dont les historiens, et peut-être plus encore les juristes, savent qu'il recèle des choses-trappes assez piégeuses. Donc je ne veux pas me donner le ridicule, évidemment, ici, de discuter cette notion, son évolution dans le temps et dans l'espace. D'autres que moi, bien plus ferrés que je ne le suis, et je pense évidemment à vos professeurs, ont consacré des livres, des articles à questionner cette notion, son historicité, voire, pour les plus critiques d'entre eux, à en souligner le caractère parfois fictionnel. Je rappellerai, et vous allez le comprendre tout de suite, que nous ne sommes jamais que des nains juchés sur des épaules de géants. Alors cela vaut pour vous, évidemment, étudiants, mais cela vaut aussi, je crois, pour nous, peut-être plus encore pour nous, parce que notre mission est d'une certaine manière de mesurer chaque jour que Dieu fait et chaque jour que nous enseignons, que finalement nous ne savons pas tout et que c'est bien, parce que ça nous oblige effectivement à chercher. Nous sommes des enseignants-chercheurs, donc nous enseignons, mais nous cherchons à combler les lacunes, à améliorer des connaissances qui ensuite vous sont transmises. Et donc, pour ne pas citer des collègues ou des maîtres encore vivants, vous me permettrez au seuil de cette présentation d'évoquer la mémoire de savants qui sont disparus récemment, dont vous avez peut-être entendu parler, et auxquels j'aimerais rendre une forme d'hommage, tout en introduisant petit à petit le sujet dont je voudrais vous parler. Alors, vous ne serez pas surpris, à tout seigneur, tout honneur, chez les juristes, Pierre Legendre, qui est décédé en mars dernier, a pensé l'État comme personne. Et quand je dis comme personne, je le dis fortement. Ces fulgurances suscitent et susciteront, je pense, encore longtemps, des flots de gloses à commenter, comme on commente des gloses médiévales, pour dénouer une réflexion très dense, très originale, qui emprunte des chemins, je ne qualifierais pas de buissonniers, mais parfois même de braconniers. Dans plusieurs de ces titres fameux, et je vous laisserai le soin de les découvrir si vous n'en avez pas en tête, l'auteur a accolé le mot « État » avec de multiples mots ou expressions qui sont finalement autant de défis, voire de provocations pour des juristes. Trésor historique, fonction parentale, alors là ça reste encore à peu près correct, mais montage, collage, fantôme, on retrouve ici cette pensée très critique qui questionne jusqu'à l'existence même du mot d'État, et toutes les associations que Legendre a pu faire nous rappellent, si besoin était, l'impérieuse nécessité d'aller un petit peu au-delà de nos couloirs disciplinaires, et je parle aussi pour moi, de nos certitudes scientifiques, et je crois que c'est ainsi qu'il faut le lire et le comprendre, comme une forme d'invitation à toujours remettre notre titre ou nos savoirs en jeu. Et c'est aussi ce qu'a pratiqué beaucoup un autre grand professeur que vous connaissez peut-être, Jean Meyer. Alors lui est décédé un an plus tôt, en avril 2022. Il est certainement connu dans cette ville pour sa thèse complémentaire qui portait, je le rappelle, sur l'armement nantais au XVIIIe siècle. Il a beaucoup apporté par ailleurs dans ses travaux sur la noblesse bretonne, sur la marine au grand siècle, et on le sait moins parce qu'on le cite un peu moins, il a aussi consacré une réflexion à l'État, à la pesée de l'État. Son livre s'appelait « Le poids de l'État », paru en 1983 dans une collection dirigée par un autre grand provocateur, en l'occurrence Pierre Chaunu. L'ouvrage est assez peu cité, probablement justement parce que Meyer y écrivait à coups d'énoncés formulés un peu à rebrousse-poil, je voudrais presque dire à rebrousse-droit, d'une vision conquérante de l'État dans un pays, le nôtre, qui, vous le savez, nourrit une passion parfois presque dévorante pour cette notion ou cette fiction, comme on voudra. Et donc, c'est aussi un pôle de référence dans un domaine très, très différent, j'oserais dire presque nullement juriste, mais qui se lit aussi et qui doit pouvoir se lire quand on est juriste. Je voudrais enfin associer, et je m'en tiendrai là, rassurez-vous, à cette évocation la mémoire de deux historiens que pour le coup j'ai personnellement connus. Voilà. Meyer m'a donné mon certificat de licence, je vais passer un oral avec lui, mais je ne peux pas dire que je l'ai beaucoup fréquenté. En revanche, les deux autres, je les ai connus, j'ai échangé avec eux, et leur œuvre a beaucoup compté pour moi, et
aussi pour ma façon de faire de l'histoire, et c'est aussi ce que je vais essayer de vous délivrer cet après-midi sans essayer d'être trop long. Dans des domaines très différents, Arlette Johanna et Daniel Roche, qui sont décédés en janvier 2022 et février 2023 pour le second, ont incarné chacun à leur manière une forme d'excellence dans l'enseignement et la recherche en histoire moderne durant le dernier demi-siècle. Difficile quand on est un historien, un étudiant en licence ou en master ou en doctorat, d'échapper à l'une ou l'autre ou à l'une et l'autre de leurs mentions, de quelque titre que ce soit. Ils ont véritablement pesé beaucoup. Arlette Johanna, dans une subtile et érudite analyse qu'elle a déployée en 2 volumes, Le pouvoir absolu et Le prince absolu, a su, je crois, admirablement reconstituer le cheminement de l'imaginaire de l'État en France au XVIe et XVIIe siècle. Alors c'est vrai que c'est une approche plutôt par les textes théoriques, mais qu'elle rapporte à une évolution politique qui me semble effectivement une bonne méthode, et je vous le recommande vivement, et c'est un travail qui n'est pas du tout, à mes yeux, antinomique de la leçon, par exemple, que Daniel Roche a pu donner dans ses très nombreux ouvrages. Daniel Roche qui a beaucoup plus exploré le monde social, le monde culturel d'une société du XVIIIe siècle. Alors évidemment, les deux sont complémentaires parce qu'ils travaillent sur des siècles qui se suivent ou qui se précèdent, mais je crois qu'ils sont complémentaires aussi de toute analyse des institutions qui doit procéder d'un va-et-vient indispensable entre la manière de les penser, de les anticiper, de les commenter, de les appréhender par l'intellect, et la vie vécue, entre le rêve et la réalité, si vous voulez, entre la norme et les hommes, qu'il, me semble-t-il, serait assez vain d'opposer abruptement, puisque, effectivement, toute action sociale se nourrit d'imaginaire, et tout imaginaire, évidemment, est, je dirais, inscrit dans une forme de vie sociale. Il n'y a pas 2 mondes, si vous voulez, platonicien d'un côté et, je dirais, de la glaise de l'autre. Et donc, vous l'aurez compris, j'ai, en ce qui me concerne, de l'État, des institutions, en général, une vision, une conception que je pourrais qualifier d'ouverte, y compris même sur la définition même d'institution. On pourra y revenir, si vous le voulez, dans les discussions. C'est une définition qui me vient évidemment de ma formation à l'École des Chartes, vous l'aurez compris, donc, par exception, quand on est en formation d'histoire, nourri avec des cours d'histoire du droit, ce qui est assez rare, et je crois très précieux, et en même temps, le fait d'avoir suivi parallèlement des séminaires à l'école des hautes études en sciences sociales, où je suis effectivement, ça a été rappelé, revenu bien plus tard comme directeur cumulant. J'y ajoute évidemment une expérience professionnelle qui m'a plongé pendant quelques années dans les archives, c'est-à-dire en fait au plus près, non seulement des documents, mais aussi de ceux qui les conservent, qui les produisent, comme on aime à le dire dans les archives, donc les institutions que sont les tribunaux, les prisons, les préfets, les mairies, les travaux publics, etc. Et donc l'idée que les institutions se nourrissent de textes et se nourrissent aussi de résolutions pratiques, parfois même d'actions administratives qui ne sont pas nécessairement toutes inscrites dans un corpus normatif. Avec d'autres historiens modernistes spécialistes des institutions, je partage la conviction que celles-ci ne sont pas toutes contenues dans le droit, mais que l'on ne saurait les penser hors de lui et qu'il importe de le prendre au sérieux. Nous en parlions encore à l'instant, les couloirs disciplinaires sont encore assez forts et je ne peux que déplorer que certains de mes collègues historiens ne lisent pas assez les juristes, leurs travaux, leurs revues, parce qu'effectivement, je crois qu'ils en tireraient un très grand profit. Et c'est vrai qu'en France, l'histoire des institutions, depuis un siècle à peu près, a été plus ou moins toujours sociale, très fortement. J'observe que les grands historiens qui ont traité de cette question-là ont consacré des travaux importants pour l'époque moderne à la vénalité des charges. La vénalité des charges, sans laquelle, précisément, on ne comprend rien à l'État moderne, considéré à l'époque, donc 16e, 17e, 18e siècle, par les élites qui profitent de ce système, élites grandes comme petites, il peut y avoir des petits juges, il peut y avoir des grands juges, comme une entreprise dans laquelle on investit. Alors c'est quelque chose qui nous est évidemment assez étranger, et même je dirais qui peut nous apparaître assez horrible, puisque nos principes politiques, je dirais brassés à l'époque révolutionnaire, nous ont appris que la vénalité, ce n'est pas quelque chose de conforme à l'idée que l'on se fait d'un service public. Pour autant, à l'époque moderne, c'est une question
l'exception de quelques-uns, qui ne viendraient pas à être discutés aussi profondément. Il y a dans cette appétence et dans ce goût pour la recherche sur la vénalité de l'époque moderne, comme une forme de matrice, des filiations intellectuelles qui fondent d'une certaine manière une manière d'écrire l'histoire de l'État à l'époque moderne. Et c'est une démarche qui a aussi à voir avec l'anthropologie juridique, une anthropologie juridique qui est plus ancienne qu'on ne le dit à l'ordinaire, parce que comme beaucoup d'autres choses, on les fait parfois sans les nommer, ou sans les nommer exactement comme on le fait aujourd'hui. Je rappellerai ainsi que Roland Mounier, que vous connaissez peut-être comme l'auteur en 1945, d'une grande thèse sur la vénalité des charges à l'époque d'Henri IV et de Louis XIII, dédie cette thèse de doctorat d'histoire à Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges, que vous connaissez probablement aussi, comme étant l'auteur d'une autre thèse d'histoire antique, La Cité antique, publiée en 1862, qui est une thèse qui a nourri énormément de travaux, parce qu'il souligne, Fustel, l'origine religieuse des règles normatives des sociétés antiques, donc il établit une équivalence entre les mœurs, les envies, l'imaginaire et la manière dont la norme est censée les secourir dans quelque organisation que ce soit les institutions publiques comme les institutions privées. Fustel, de ce point de vue, ne fait aucune différence. Et j'ajoute, pour la petite histoire, que Fustel de Coulanges, sauf erreur, est le premier auteur français à avoir retenu le terme d'histoire des institutions sur la couverture d'un livre en 1875, Histoire des institutions de l'ancienne France, premier volume qui n'est jamais resté que le premier, il n'y a pas eu de deuxième volume, consacré à l'époque qu'il enseignait à ce moment-là en Sorbonne, à savoir l'époque mérovingienne. L'État donc ne peut pas se réduire à une idée platonicienne qui écarterait abruptement la part des hommes ou soumettrait entièrement ces derniers à l'État, à la manière un petit peu de Carl Schmitt, si vous voulez, dans son petit ouvrage, qui je crois était sa thèse d'habilitation, publiée juste au début de la guerre, ou de 14, ou quelque chose comme ça, qui s'appelle « La valeur de l'État et la signification de l'individu ». Si ça vous intéresse, elle a été traduite tardivement en français, par Sandrine Baume chez Drault, en 2003. Et donc, effectivement, c'est une façon de penser l'État, mais qui n'est pas, vous l'aurez compris, celle que je privilégierai dans mon propos. La sociologie des acteurs, me semble-t-il, est indissociable de la marge de l'État, comme le rappelle assez justement Robert Dessimon, qui m'a formé aussi parallèlement à l'École des Chartes dans son séminaire à l'EHESS, et qui a préfacé un beau livre que vous connaissez peut-être, parce qu'il parle de votre ville et de votre région, la thèse de Dominique Lepage, consacrée aux gens de la Chambre des comptes de Nantes au XVIe et XVIIe siècle. Et Dessimon disait ceci: les systèmes, donc ça veut dire aussi l'État, vivent par les agents qui les reconstruisent en permanence selon des projets éphémères et parfois irréalistes. Là, on entre vraiment dans quelque chose de difficile à peser. Alors, je ne souhaite pas, ce faisant, penser ou peser uniquement l'État par en dessous, mais plutôt comme le prône un autre chercheur, un politiste. Là aussi, une lecture que j'ai faite récemment, ça aussi c'est juste pour vous dire que quand je vous disais qu'on remettait son titre en jeu tout le temps, lire les collègues, relire les travaux parfois anciens qu'on a un peu négligés, c'est aussi une façon de s'obliger à penser différemment ce qu'on croyait établi comme une forme de certitude. Alors il s'agit de Jean-François Bayard avec un T, qui a publié en 2022 un livre qui s'appelle L'énergie de l'État, qui est sous-titré Pour une sociologie historique et comparée du politique. Alors, il n'y a pas le terme de droit dans le titre, il n'y en a pas tant que ça dans l'ouvrage, mais je pense qu'un juriste aurait avantage à le lire, éventuellement à s'en inspirer, et en tout cas à y apporter effectivement sa propre vision des choses. Son propos est de s'attacher aux interactions entre le pouvoir et la société. En l'espèce, je fais la même chose, mais en ce qui me concerne, à travers le biais de l'écrit, tantôt asservissant et dominateur, tantôt protecteur et libérateur. Je pense qu'il serait absurde d'envisager exclusivement un État qui formule des injonctions écrites à une population relativement peu acculturée, au moins au début, à l'écrit, et donc celui-ci serait de manière assez univoque perçu comme dominant, comme asservissant. En réalité, les choses peuvent jouer dans les deux sens. Je conclurai mon propos liminaire en disant que l'État, évidemment, a une histoire, est parfois une histoire à lui tout seul, mais il n'est pas toute l'histoire, en tout cas pas toute l'histoire de France. Un autre disparu qui m'est cher et qui a aussi compté dans ma formation, Michel Antoine,
lui aussi chartiste, historien et ancien archiviste, donc voilà, il y a souvent je dirais des parcours assez similaires qui nous rassemblent, a mis en garde contre la croyance dans l'omniprésence de l'État, ou plutôt de l'administration royale. Il était un grand spécialiste du Conseil du roi, donc incarnation par excellence, je dirais. Si on veut chercher l'État, c'est peut-être là qu'il faut aller en premier lieu, en tout cas essayer de voir ce qui y est dit. Mais il a rappelé que les sujets du roi de France, à l'époque moderne, je le cite, dans certaines provinces du royaume, pouvaient naître, vivre et mourir sans avoir directement affaire à l'État. C'est une fiction qui n'est pas tant que cela fictionnelle en réalité. Si vous prenez quelques contrées rurales où règne une seigneurie bien administrée, avec un tabellion, un curé qui remplit doctement ses devoirs d'enregistrement des mariages, baptêmes et sacrements, et finalement les outils écrits dont on a besoin vont se chercher auprès d'institutions qui ne sont en rien royales. Donc ça, c'est un point effectivement auquel il faut prêter attention. De la même façon, il est de bonne méthode de ne pas s'en tenir à une description un peu idéale des institutions telles qu'elles procèdent des textes fondateurs de création, mais en tout cas de les rapporter toujours avec la réalité des actes, dont je vais essayer de vous dire quelques éléments. Et d'une certaine manière, c'est rejoindre un petit peu le programme de travail qu'évoquait Roland Mounier, toujours lui, dans une conférence prononcée devant une société de juristes en 1962, où il définissait les institutions en disant c'est une idée directrice mise en œuvre par un groupe d'hommes. Il a été assez prosopographe dans sa vie, et effectivement, c'est une définition à la fois simple, de bon sens, mais qui marque bien le fait qu'il faut toujours avoir les yeux tournés vers les différents pôles qui animent les institutions, qui sont d'abord des institutions humaines. Alors, la période dont je vous parle, et je vais à présent entrer dans le cœur de mon propos en vous parlant des instruments écrits qui signifient, qui permettent de calibrer ou de mesurer l'État, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, c'est la période au cours de laquelle la présence et la nécessité de l'écrit s'affermit, et c'est le moment où se déploie la notion d'État telle que nous pouvons l'entendre, ou telle que nous pouvons essayer de croire que, vous voyez les précautions que je prends, de croire qu'elle recouvre à peu près ce que, je dirais, la plupart des chercheurs ou des penseurs mettent derrière. Alors je ne vais pas établir évidemment une équivalence exacte et illusoire entre la croissance de l'écrit et la croissance de l'État, puisque l'un et l'autre connaissent des précédents plus anciens et ne sont pas liés par essence. Mais force est de constater des concomitances historiques qui, si elle n'explique pas tout, mérite d'y porter une attention spéciale. La disponibilité, l'exigence, l'injonction, disais-je tout à l'heure, des actes écrits a accompagné et soutenu, par exemple, ce qu'on a pu appeler le complexe État-famille, que l'historienne américaine Sarah Hanley a formulé, pour comprendre ce qu'a été cette politique assez originale, au moins des rois de France, pour poser une forme de discipline sociale. Je parlais tout à l'heure des curés qui tiennent des registres de baptême, mariage et sépulture. C'est une façon, parce qu'ils le font au nom du roi, après l'avoir fait de manière très différenciée, selon les injonctions épiscopales, à commencer, et là aussi je rends hommage à votre belle région, d'après les premières ordonnances épiscopales qui marquent le besoin de tenir des registres de cette nature, c'est 1406, et c'est Henri le Barbu, évêque de Nantes, qui demande au curé de son diocèse de tenir des registres de manière régulière, et donc ensuite par mimétisme, par imitation, effectivement, d'autres évêques vont formuler cette demande-là, mais c'est bien le roi de France, François Ier, en 1539, qui systématise ce besoin pour les besoins de sa propre justice, de manière à disposer de dates objectives sur l'âge des gens, en particulier dans la question des procès au bénéfice, qui était, je dirais, un problème qui encombrait un peu les tribunaux, l'idée étant d'avoir des documents écrits pour pouvoir aller un peu plus vite dans la résolution des procès. Et il y a d'autres éléments qui sont demandés par la suite pour encadrer les actions des hommes par des actes écrits, qui permettent effectivement à la justice du roi d'être à la fois plus juste et surtout plus efficace et plus rapide, jusqu'aux preuves de noblesse, qui finalement permettent d'aller rechercher ceux qui n'ont pas de preuves écrites pour attester de leur filiation nobiliaire et éventuellement
les exclure des privilèges fiscaux qui sont attachés à cet ordre, la société française a été, non, je ne dirais pas cadenassée, mais a été très largement encadrée par l'État au moyen d'instruments écrits. Et je crois que c'est un point évidemment important qui se traduit, on le verra, dans les archives que nous conservons encore aujourd'hui. Alors je ne dis pas que c'est quelque chose de systématique, mais de la même façon, il serait abusif de penser que l'État moderne s'est construit uniquement à travers le diptyque assez classique guerre, fiscalité, hein, avec effectivement toujours ce besoin de financer les guerres qu'on provoque, et donc de faire progresser l'encadrement fiscal, l'encadrement écrit, l'encadrement judiciaire, pour pouvoir améliorer encore une fois la rationalité de l'action publique. L'État est aussi le bénéficiaire et l'instigateur d'une acculturation à l'écrit qui, par un effet, je dirais, circulatoire, parce que les gens se saisissent de l'écrit, a abouti aussi à des effets vertueux pour la manière dont les individus se saisissent de l'écrit et finissent non pas par en être les jouets, mais aussi les acteurs à part entière. L'État tel que nous le connaissons apparaît théoriquement en France dans le dernier tiers du XVIe siècle, on vous le redira probablement, à la faveur d'un affaiblissement du pouvoir monarchique durant les guerres de religion. C'est je dirais, un mouvement contre-intuitif, mais qui est finalement assez compréhensible. C'est au moment où s'affaiblit le pouvoir central que des auteurs essayent de le penser plus sûr, plus ferme, plus fort, pour sortir des crises dans lesquelles il s'est laissé enfoncé. C'est ainsi qu'il faut lire aussi les travaux de Jean Bodin, qui, au cours des années 1576 et suivantes, travaille sur cette question de la puissance souveraine. Hein. C'est le premier, effectivement, à formuler aussi nettement ce qu'il entend par souveraineté à travers ses travaux sur la République, hein, les 6 livres de la République. La République, entendez-le comme État. On peut mettre pratiquement le mot derrière. Et le mot d'État, lui, par je dirais une transmission lexicographique venant de l'Italie, s'est acclimaté au sens où nous l'entendons progressivement à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Et donc, c'est le moment aussi où, je le disais, la monarchie formule de plus en plus de prescriptions concernant la tenue d'actes écrits. Parallèlement, la monarchie a enrichi et solidifié le vocabulaire de ses propres actes royaux, dont la diversité statutaire atteint une forme de classicisme entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Pour apprécier pleinement la valeur de ces documents, rien de mieux, je crois, que de recourir aux apports de la diplomatique. Ça a été dit tout à l'heure, j'insisterai un tout petit peu, en rappelant d'abord que la diplomatique, je cite la définition de la commission du même nom, puisqu'il existe une commission internationale de diplomatique. Elle dit que la diplomatique, c'est, je cite, la science qui étudie la tradition, la forme et l'élaboration des actes écrits, donc. Son objet est d'en faire la critique, de juger de leur sincérité, d'apprécier la qualité de leur texte, de dégager, ça c'est un point important, de dégager des formules tous les éléments du contenu susceptibles d'être utilisés par l'historien, de les dater et enfin de les éditer. Et je crois que dans cette séance, il n'est pas incongru de se saisir de la grille d'analyse et des objectifs de cette discipline. Je pense aussi, comme cela a été dit, que la connaissance de la diplomatique est nécessaire à des historiens du droit, mais si elle est nécessaire, c'est aussi parce que ces derniers lui apportent beaucoup. Et je voudrais ici leur rendre hommage, un hommage qui leur est légitimement dû, car ils sont sans doute les meilleurs alliés des diplomatistes, entendez ceux qui font de la diplomatique leur spécialité, pour l'époque moderne précisément. J'ai constaté à plusieurs reprises, en parcourant des thèses d'histoire du droit, soutenues dans des facultés de droit, à quel point ces travaux contiennent beaucoup de recherches et d'analyses, souvent les plus pertinentes et les plus abouties, pour nourrir une diplomatique de l'époque moderne. De sorte que quand je prépare mes cours de diplomatique à l'école des Chartes, je puise aussi dans des travaux d'histoire du droit qui n'ont pas toujours conscience qu'ils font de la diplomatique. Il m'arrive souvent de dire que les juristes sont des monsieur Jourdain de la diplomatique en puissance, mais c'est vrai. Telle thèse qui travaillera sur les ordonnances de l'intendant va clairement exposer comment elles sont conçues, quelle est leur genèse, quelle est leur fabrication, leur contenu, leur façon de se présenter, quels sont les autres types d'actes que délivre l'intendant, par exemple. Je pourrais en prendre d'autres. Donc il y a là effectivement une mine d'informations qui
mises bout à bout, constituent un apport tout à fait précieux. À un juriste qui serait désireux de prendre rapidement et de manière assez simple des éléments de proximité entre la diplomatique et le droit, pour se convaincre de ce que je vous affirme de manière rapide, je vous conseillerais de commencer par la lecture de 4 articles d'Auguste Dumas, intitulés « Études sur le classement des formes des actes », paru dans le Moyen-Âge, en 1933 et 1934. Alors, c'est pas nouveau, certes, mais d'abord, Dumas écrit très bien, écrit clairement, et il a la particularité d'avoir été, lui aussi, chartiste, mais d'avoir été archiviste avant de réussir l'agrégation d'histoire du droit et de devenir enseignant à l'université d'Aix, qui ne s'appelait pas encore Aix-en-Provence, il faut attendre 1927, jusqu'à la fin de sa carrière, donc plus d'une quarantaine d'années. Il est né en 1880, il est mort en 1968, pour vous le situer un petit peu dans le temps. Paul Orliac, autre chartiste agrégé du droit, pardonnez-moi cet aspect un peu corporatiste de ma présentation, disait que Dumas réunissait en lui les dons presque contradictoires du juriste, de l'historien et du diplomatiste. Alors, je ne suis pas d'accord sur le terme de contradictoire, parce que je pense au contraire c'est une façon particulièrement géniale de réunir en soi des enseignements qui ont tant de choses en commun, mais je dois dire que les travaux de Dumas possèdent des vues assez pénétrantes et qui devrait plaire à des juristes habitués justement à ces grandes cavalcades sur des temps très longs, pour poser un regard qui ne soit pas un regard d'entomologiste comme on le fait souvent en histoire ou en tout cas en diplomatique, mais un regard avec un petit peu de recul sur 2, 3, 4 siècles, arc-bouté ou articulé si vous le voulez, sur l'évolution des institutions, en recherchant l'esprit, comme le disait Denis Richet, hein, que j'ai repris, ça a été dit dans un sous-titre de ma thèse de doctorat. Parce que je crois que c'est effectivement là que le droit, la diplomatique, les actes ont beaucoup de choses à se dire. Et on ne peut que regretter, c'est ce que disait Orliac aussi dans sa nécrologie, que Dumas n'ait pas publié un essai qui était, paraît-il, prêt en 1948, qui s'appelait « Évolution de la monarchie française », qui est un essai, étant donné son style, étant donné sa... En plus, c'est quelqu'un qui devait avoir un caractère un peu revêche, je dirais, donc qui avait une indépendance d'esprit assez marquée, mais tout en étant extrêmement, encore une fois, facile à lire. On peut regretter, donc si vous avez trace de son essai, je serai tout prêt à le republier, en tout cas à l'étudier. Alors traditionnellement, les diplomatiques partagent son analyse entre deux grands pôles, qui est d'une part la genèse, d'autre part la tradition des actes. Pour faire simple, la fabrication de l'acte et sa diffusion, y compris sous forme imprimée, en particulier à l'époque moderne. Et vous le comprenez intuitivement, la diplomatique génétique qui s'occupe de la genèse se confond en grande partie avec l'histoire des institutions, parce qu'il faut les comprendre pour comprendre la fabrication, et la fabrication nous enseigne beaucoup de choses sur l'histoire des institutions. Donc il y a une forme de fécondation mutuelle entre les deux approches. Dans cette genèse des actes, la question du classement, des classifications des typologies, tient souvent un rôle dominant au détriment justement d'une analyse plus politique telle que justement Dumas peut la promouvoir. Il m'arrive parfois d'utiliser l'image de l'ensemble orchestral pour parler des différents types de documents à disposition du roi, mais bon, c'est lui qui en a la gamme la plus étendue, c'est-à-dire que c'est lui il a vraiment un orchestre, les autres ont souvent un quintet avec quelques actes différents, lui il a vraiment un grand ensemble, pour justement mettre en musique ce que Jérémy Ferrer-Barthomeu a appelé des volontés d'État, c'est-à-dire comment traduire une intention, une volonté dans des actes qui sont plus ou moins temporaires, qui sont plus ou moins destinés à couvrir l'ensemble du royaume, ou au contraire à s'adresser à tel ou tel individu. Et donc, dans la gamme variée de ces actes de chancellerie ou de secrétariat, on trouve des instruments, alors, au double sens du terme. Certains sont des solistes de premier niveau, les ordonnances, les édits, et d'autres ne sont forts que parce que justement ils sont répétitifs. C'est l'ensemble des violons, si vous voulez, ou des instruments à vent, qui effectivement sont les actes de rémission, les actes de naturalité, etc., qui en eux-mêmes produisent évidemment du droit positif, mais aussi pris ensemble constituent une démarche politique, une intention particulière. Les actes remplissent la fonction de vecteur ou de média
dont le cadre d'emploi est réglementé certes par l'usage, mais où il existe malgré tout une forme de liberté, et c'est même d'ailleurs pour regagner parfois des marges de liberté dans l'écriture de ces actes que le roi et ses conseillers vont ouvrir de nouvelles typologies. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est souvent pas inscrit dans un texte normatif, mais on voit les actes apparaître, un acte de secrétaire, qui n'est plus instrumenté au travers de la chancellerie, mais qu'il est au travers du secrétariat, des actes dans lesquels tout d'un coup on voit apparaître la signature du roi, assortie ou non d'un élément de commentaire, qui montre effectivement que il faut en dire davantage, il faut le dire différemment à certains égards pour se conformer à des intentions qui ne trouvent pas ou mal leur place dans des actes de chancellerie. Ce sont les lettres closes, les lettres de sceau plaqué, les brevets, les arrêts du Conseil, dont Michel Antoine a montré que ce sont aussi des actes royaux, les ordonnances sans adresse ni sceau. Alors l'expression vient de François-Olivier Martin, donc grand juriste également de l'époque moderne, enfin non pas de l'époque moderne, mais s'intéressant à l'époque moderne, jusqu'au bon du roi, qui incarne presque à l'excès l'absolutisme en acte. Qu'est-ce que c'est qu'un bon du roi? C'est un acte, une supplique ou une demande formulée par un responsable administratif. On trouve ça plutôt sous Louis XIV et ses successeurs, auquel le roi va mettre bon de sa main, éventuellement daté, mais pas toujours, et certainement pas signé. Et puis ça c'est renvoyé à l'administrateur qui, à partir de ça, peut instrumenter une dépense. En général, c'est pour instrumenter des dépenses pour les comptes des bâtiments, mais aussi pour offrir des biens mobiliers à tel prince qui serait en visite en France, etc. Donc on a là un acte où le roi a exprimé sa volonté, sans même qu'il soit besoin d'exprimer son identité et de le dater. Mais cet acte suffit à déclencher des dépenses assez importantes, et que conservent évidemment les responsables comme une forme de décharge administrative. Donc c'est un acte en soi, comme on le ferait avec une quittance, si vous le voulez. Et donc la déconstruction des différents éléments du discours de l'acte, le préambule, l'exposé, le dispositif, les clauses finales, je pourrais revenir avec vous si vous le voulez tout à l'heure sur ces points-là, comme des éléments externes, ce qu'on appelle les éléments externes de l'acte, c'est ce qui vient s'ajouter à l'acte. La validation, ce qu'on appelle les mentions hors teneur, donc qui ne sont pas dans le rectangle du texte, si vous voulez, mais qui sont à côté, qui peuvent avoir des valeurs très très variées, qui peuvent informer sur le paiement de l'acte, parce que tout acte a son coût, vous le savez, qui l'a révisé, qui est venu mettre sa patte pour tel et tel élément, etc., etc. Tout cela permet de reconstituer, alors en partie et avec prudence, le cheminement d'une décision jusqu'à son aboutissement authentifié. Il n'est pas toujours aisé de faire la part de l'initiative des uns ou des autres, qu'elle revienne aux bénéficiaires de l'acte ou au monarque. Car les écritures royales, et si vous regardez un acte, vous verrez tout de suite qu'il n'est pas aisé de discerner finalement, sous le masque des mots, la réelle force ou la faiblesse de l'auteur de l'acte juridique. Le roi peut très bien, lors de l'octroi d'une grâce, dessiner un mouvement de sa propre initiative pour montrer combien il est un roi généreux, dispendieux au besoin, alors même que cette grâce lui a été soutirée, parfois sous la menace, par la force. Et à l'inverse, exprimer le souhait que, pour répondre aux besoins de ses chers sujets, il a décidé de créer une nouvelle taxe. C'est pas quelque chose qu'on trouve de manière rare, on le voit assez souvent. C'est tout simplement que l'acte royal, dans ses manifestations typologiques, est aussi le reflet d'une conception du pouvoir. C'est là, par exemple, le sens des propositions d'un archiviste et diplomatiste allemand qui s'appelle Wolfgang Stein, qui, au début des années 2000, a voulu proposer une solution pour refonder la diplomatique royale qui s'appuyait exclusivement sur la validation des actes pour partager les actes entre actes de chancellerie avec le sceau et la signature et les actes sous signature simple des secrétariats, qui est une façon finalement encore valable de présenter les actes, mais lui il considérait qu'il fallait justement essayer d'aller un petit peu au-delà et chercher finalement quel était l'esprit de l'auteur, en l'occurrence le roi, derrière ces actes, et il proposait de s'intéresser finalement à la déclinaison verbale du verbe du dispositif. Est-ce qu'on emploie la première personne du singulier, la première personne du pluriel ou la troisième personne du singulier? J'ai décidé, il a décidé, nous avons décidé. Et effectivement, selon les décisions, selon les cadres d'emploi, sa réflexion apportait une façon remarquable de considérer justement les progrès
de ce qu'on a pu appeler l'absolutisme, ou en tout cas du pouvoir royal au fil des siècles. On pourrait y ajouter d'autres éléments, comme par exemple toutes les traces d'autographie. J'évoquais tout à l'heure cette irruption, parce qu'on ne peut pas dire autrement, de la signature du roi, voire chez certains monarques l'habitude d'ajouter parfois quelques éléments de texte. Je pense à Henri IV, dont j'ai noté à plusieurs reprises dans des actes, mon Dieu, qui n'ont pas une valeur politique remarquable, le souhait du souverain, en dehors de tout formulaire de chancellerie, après sa signature qui est désormais ordinaire et attendue, ceci est mon ordre, j'y tiens absolument. On sait combien le roi aimait à délivrer des discours, on en a plusieurs exemples au Parlement, Rouen, Paris, où effectivement il marque sa volonté de se confronter à ces juges, j'entends par là ces juges, les juges du roi, et dans les actes eux-mêmes, on voit effectivement cette manie, je ne peux pas appeler ça autrement, de vouloir s'exprimer par écrit. Et, pour aller plus loin, la manière dont Louis XIV a usé de l'économie de sa signature, ou au contraire d'une écriture autographe importante pour quelques actes réservés du Conseil du roi, Michel-Antoine l'a bien montré, les résultats du Conseil, qui sont en fait les discussions, le résultat des discussions avec les fermiers de l'impôt, tous des actes financiers engageants très fortement, où là effectivement le roi non seulement va signer, mais va dater, il va dire fait, et ceci est fait par mon ordre. Il me semble que là on a des traces de ce que j'appelle vraiment l'absolutisme en acte, qui correspond, c'est une concomitance qu'il s'agirait évidemment de creuser un peu, avec le moment politique de l'accès au pouvoir après le décès de Mazarin. Un autre point qui me tient beaucoup à cœur, qui je pense, et je le vois bien dans les publications des juristes, est un point qui est encore à creuser, hein, c'est la question de la place de l'enregistrement des actes dans cet iter diplomaticum, hein, ce cheminement des actes, qui n'est pas finalement évidente. Est-ce qu'on doit le classer dans la Genèse ou est-ce qu'on doit le classer dans la tradition? Cette procédure de relecture et d'inscription, au sens littéral du terme, dans les registres des cours de justice, hein, où il s'agit en fait de recopier un texte royal pour dire ben, je l'ai lu et donc je vais m'y référer dans le contenu in extenso que j'ai porté dans mes registres, naît au cours du XIVe siècle selon une logique relativement floue, comme l'a montré Françoise Hildesheimer. Alors, c'est une procédure qui ne se confond pas totalement avec une publicité légale des textes royaux, et c'est pas non plus, si vous voulez, l'avatar ancien d'un contrôle de légalité préfectorale. C'est quelque chose d'encore différent, mais évidemment, ça tient un petit peu des deux, si ces images peuvent vous aider à préciser un petit peu ce point-là. Alors, du point de vue de la diplomatique, effectivement, la question c'est, est-ce qu'on va le mettre plutôt du côté de la Genèse ou du côté de la tradition? Tout plaide, a priori, pour placer la clôture de la fabrication d'un acte à l'étape de sa validation, qu'il s'agisse d'un scellement d'une signature ou d'une simple signature. Pourtant, l'état de l'époque moderne en acte réside aussi dans cette étape judiciaire qui est de plus en plus politique, comme vous le savez. C'est une phase transactionnelle, parfois conflictuelle, et ô combien, surtout dans le cas où ça se termine en lit de justice, qui ne sont pas si nombreux que ça, mais qui sont évidemment politiquement, historiquement, tout à fait remarquable. Et donc c'est une phase qui doit être prise en compte, je crois, par le diplomatiste et donc par l'historien du droit, s'il ne veut pas se laisser berner par le seul discours du document. Quelques exemples. On sait ainsi avec quelle réserve des décisions lourdes pour la conduite de la politique religieuse d'Henri IV ont été accueillies pour s'en tenir à deux marqueurs assez emblématiques du règne. D'une part, l'ordre d'expulsion des jésuites, décidé par une déclaration royale du 7 janvier 1595, jamais enregistré dans le ressort du Parlement de Bordeaux et de Toulouse, et donc jamais appliqué dans ces régions. Donc les jésuites sont restés à Bordeaux ou à Toulouse sans aucun problème. Et, peut-être plus célèbre encore, l'édit de Nantes, enregistré par le Parlement de Normandie avec des réserves qui n'ont été levées qu'en 1610 après l'assassinat du roi, et probablement que cet événement tragique a concouru à lever finalement les dernières résistances des magistrats de Rouen, et après, et malgré, j'oserais dire, 9 lettres de justion. Je crois que c'est le record. Donc quand on nous dit que une lettre de justion, remontrance, lettre de justion, itérative, remontrance, et après on arrête, c'est pas vrai. Et dans ce cas-là, le roi a continué de négocier avec son Parlement pour faire appliquer une décision qui, à ses yeux, évidemment, était le gage
d'une réconciliation de ces sujets pour passer à une autre phase de l'histoire du royaume. Et donc, éditer ces textes sans en souligner l'exacte portée, donc le fait qu'ils aient été reçus ou pas, même temporairement, revient en définitive à déconstruire une vision un peu proprette et idéale de la loi du roi, qui se serait appliquée uniment, si j'ose dire, dans tout le royaume, alors même que il est parfaitement légal de ne pas y obéir dans les ressorts des parlements qui ne l'ont pas enregistrée, donc qui ne la connaissent pas. Si on la conteste, le Parlement dira « je n'ai pas de texte de référence puisque je ne l'ai pas dans mes registres ». Et il me semble que ce serait également manquer, et là c'est un point plus positif, de saisir plus finement ce que fut la politique de réconciliation et les limites de l'action du premier roi Bourbon, qui d'une certaine manière, 9 lettres de Jussion, a cru dans le dialogue, dans la conviction, dans la répétition des arguments, pour faire plier ses magistrats. Il ne s'est pas déplacé à Rouen, et pourtant Dieu sait qu'Henri IV est un roi voyageur. Et Rouen n'est quand même pas si loin de Paris. Il aurait pu aller faire un lit de justice. On a tenu des lits de justice en province, mais il ne l'a pas fait. Donc ça aussi c'est intéressant à mettre au dossier de ce roi et de sa politique de réconciliation, qui ne va pas jusqu'à brutaliser une cour de justice, en dépit du fait que ce texte, vous savez, est fondamental pour lui, puisqu'effectivement il est le gage d'un passage à une autre forme de travail avec le mouvement réformé. Alors un autre exemple, peut-être plus parlant, et presque fascinant par l'abîme qu'il dessine dans nos certitudes, date du règne de Louis XV, et je l'aime beaucoup parce que c'est un dossier que malheureusement je n'ai pas encore achevé de traiter, mais enfin je vais essayer de finir, peut-être que cette conférence m'y poussera. Un dossier qui date de l'année 1766. Cette année-là, vous le savez, Louis XV est venu au Parlement de Paris le 3 mars 1766 pour y faire lire son discours dit de la flagellation. Alors, un discours d'autorité, autoritaire diront certains. Le roi y refusait en particulier la constitution de la magistrature en un corps unique, détaché de sa personne. Pour le reste, et ça a été moins noté, il y rappelle que la loi est d'abord la loi enregistrée, c'est l'expression, la loi enregistrée. Alors bon, je laisse à mes collègues juristes le soin de commenter cette expression, je ne sais pas d'où elle vient, on sait un peu comment a été fabriqué le discours, mais ce serait intéressant de voir quelles en sont les sources. Il rappelle que l'enregistrement est une fonction déléguée par le roi à ses cours de justice, et qu'ils peuvent tout à fait à cette occasion faire des remontrances, donc c'est inscrit dans le fonctionnement régulier de la monarchie, mais que ces remontrances doivent être justes, c'est-à-dire contenues dans les limites de ce que le roi estime être de l'ordre du droit et pas de la politique, et surtout, il faut que ces remontrances soient non publiques. Et c'est en fait ce qu'il leur reproche. Il leur dit, vous faites ce que vous voulez dans votre rapport avec moi, on peut discuter, mais vous n'en faites pas un objet de polémique dont tout le royaume peut être saisi. Quelques mois plus tard, donc on est en mars, et là on va se transporter à l'été, la monarchie fait la démonstration de ce fonctionnement raisonné, voire collaboratif, bien loin de l'image crispée qu'on se fait de la relation entre monarchie et parlement à cette époque, et on est en Bretagne, et on sait combien effectivement à Rennes les crispations sont importantes. Alors, à Paris, enfin à Versailles, mais à Paris aussi, le contrôle général des finances a en effet préparé, avec le concours des intendants de province, une déclaration pour favoriser, dans un esprit très physiocratique, favorable effectivement à la levée des blocages qui empêchent d'investir essentiellement dans le domaine de l'économie primaire, l'agriculture, donc pour favoriser la mise en culture des landes et autres, je cite, terres incultes, moyennant un avantage fiscal. Vous serez exempté d'impôts si vous mettez en culture pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, bon, ça c'est à déterminer. L'acte, donc la déclaration est scellée le 13 août 1766. Le Parlement de Paris enregistre aussitôt, pour être certain que bon, il y a un Parlement qui est un peu la tête de file du mouvement qui va enregistrer. Mais par la suite s'engage un long parcours du combattant entre le contrôle général des finances et les autres cours souveraines pour leur faire accepter le texte avec des réserves qui sont parfois l'objet de remontrances, quand le contrôle a été un peu inattentif. Il envoie un texte en pensant que ça va passer, et hop, la Cour souveraine dit « bah oui, non, nous, on n'est pas d'accord sur tel et tel point, pour telle et telle raison ». Et puis, parfois, le contrôle général anticipe le fait que dans telle région, les circonstances institutionnelles, les circonstances économiques ne permettent pas d'enregistrer le texte tel qu'il a été conçu à Versailles. Bon. Et donc, on a là, effectivement, un dialogue et surtout un changement de texte qui intervient au moment de l'enregistrement. C'est le cas, par exemple, alors c'est un peu classique, il faudrait vérifier ça de manière plus approfondie avec des collègues de Perpignan, mais
À Perpignan, le Conseil souverain de Roussillon enregistre le texte en changeant tous les mots institutionnels qui ne conviennent pas à cette terre un peu particulière, où il n'y a pas d'élection, où il n'y a pas de prévôté, qui étaient les termes employés dans le texte royal de Versailles, mais où il y a des vigueries, des jugeries et des impositions, c'est le terme employé pour qualifier la taille, par exemple. Bon. Donc là, il y a un texte, si vous le regardez à Perpignan, qui n'est pas le texte exactement celui que vous trouverez à Paris. Et pourtant, c'est le même texte, dans l'idée. Plus ennuyeux ou plus négocié, des remarques faites par la cour de Montauban. Alors Montauban, vous le savez, c'est la cour des aides, donc institution souveraine dédiée aux impositions ordinaires et surtout extraordinaires. La cour des aides fait des observations, et c'est la cour qui, avec celle de Paris, Malesherbes, procureur général, est très allant sur les remontrances qu'il fait au roi, formule effectivement à une politique de guérilla en fait, parlementaire qui vaut bien celle du Parlement de Paris. Et donc, le texte qui est enregistré à Montauban est un texte qui est totalement, je ne dirais pas réécrit, mais où on va ajouter des articles pour que ça corresponde à la situation de cette zone qui se trouve entre pays de droit écrit et pays de droit coutumier. Puisque le ressort du Parlement joue sur les deux zones. Et donc, on a là effectivement des textes qui ne sont plus tout à fait ceux qu'on trouve à Versailles. Et donc, je reviens à ma question initiale, qu'est-ce qu'on doit éditer? Le texte de Versailles, qui est le texte intentionnel du roi, ou le texte qui réellement a été connu par le royaume dans sa diversité? Donc ça pose des questions, vous voyez, la diplomatique des actes, quand on essaye de se porter au-delà des recueils, par exemple, d'Isambert et de ses camarades avocats sous la Restauration et la monarchie de Juillet, dans ces immenses recueils, qui souvent servent de référence, faute de mieux, et c'est un peu notre faute aussi de ne pas avoir davantage édité. Là, on manque, me semble-t-il, on manque quelque chose de l'esprit des institutions, telle qu'elle fonctionne, telle qu'est la monarchie, et donc telle qu'est l'État, si on établit une forme d'équivalence entre les deux. Et c'est un peu l'une des questions qu'on avait posées dans un colloque auquel le professeur Gavet-Gaudin avait participé, et je le remercie, sur la règle de l'unité. La règle de l'unité théâtrale, évidemment, qu'on associe immédiatement au règne de Louis XIV, mais qui est aussi la question que se sont posés les juristes du temps qui est celui de l'époque moderne. Alors, j'en viens maintenant au versant de la tradition, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, qui est celui de la diffusion, de la publication, de la réception des textes. Donc, on pourrait considérer que l'enregistrement c'est une forme de réception, mais vous voyez bien qu'il s'agit aussi de l'application, donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est en général un versant qui a été plus négligé par les diplomatistes que la Genèse. Il y a de brillantes exceptions, et je vais citer ici un chartiste agrégé de droit, Xavier Prévost, qui a fait sa thèse d'école des chartes consacrée donc à l'édition des lois du roi au XVIe siècle, qui est aujourd'hui professeur à Bordeaux, et qui effectivement a montré à quel point ça fait partie pleinement, me semble-t-il, des interrogations que peut porter un juriste sur cette question-là, alors qu'il y a beaucoup à voir évidemment avec l'histoire du livre ou l'histoire de l'édition. C'était aussi, me semble-t-il, une histoire de l'État en acte, parce que effectivement, l'action de l'État, quand celle-ci est portée par l'imprimé, peut toucher évidemment potentiellement beaucoup plus de monde que les simples, non pas professionnels, mais vraiment personnages concernés, c'est-à-dire les greffes ou les parquets des différentes cours de justice qui ont à se saisir des actes et à les enregistrer, mais potentiellement tous ceux qui veulent connaître le droit à appliquer dans telle ou telle situation, et au-delà, effectivement, des textes qui circulent dans la population. Et il me semble que là, il est important de bien se dire que dans cette phase de réception de l'acte royal, il y a potentiellement, je ne dis pas tous les sujets, mais beaucoup de gens extérieurs finalement à la bonne marche de l'administration, qui sont les administrés eux-mêmes. Et ici, on peut faire un petit peu d'anthropologie de l'écrit, à la façon du sociologue Jack Goody, qui a écrit un livre important qui s'appelle « La raison graphique », qui montre à quel point l'écrit imprime, sans mauvais jeu de mots, dans l'esprit des populations, de nouvelles façons de concevoir le réel, de concevoir tout simplement les relations sociales. Et donc, encore une fois, il est important de se poser la question, et je le fais chaque fois que je fais un cours diplomatique, en ouverture, quel est le taux d'alphabétisation de la population, qui peut recevoir des actes, qui peut les comprendre, au-delà, en effet, des professionnels qui ont à les manier. Et je ne peux m'empêcher de penser à un article
qui m'a fait beaucoup d'impression, non seulement parce qu'il a été écrit par mon directeur de thèse, Yves-Marie Bercé, mais aussi parce que c'est un texte qui est extrêmement important, il n'est pas très long, ça s'appelle « Les prestiges trompeurs de l'écrit », dans les mélanges dédiés à Jean Favier, où il montre que chez les gens simples, et ça vaut pour hier comme pour aujourd'hui, les documents écrits revêtent parfois une valeur supérieure à celle que les juristes leur accordent. Les juristes qui, eux, savent comment éventuellement combattre telle norme ou telle injonction, ou éventuellement la contourner pour tenter justement d'échapper à cela. Et à une époque, l'époque moderne, où les réflexions sur les droits naturels ne cessent de gagner du terrain dans les débats juridiques, le droit des actes écrits, concrètement palpable, qu'on peut voir, pas qu'on peut sentir encore que, qu'on peut toucher, qu'on peut avoir chez soi ou qu'on peut regarder chez les autres, conserve une force très évidente pour de nombreuses personnes. Songez, et là je déborde un petit peu, songez à la manière dont on a traité des chartriers médiévaux à l'époque révolutionnaire. Alors même que la Révolution, j'y reviendrai, a décrété qu'ils n'ont plus de valeur puisque le régime qu'ils étaient censés soutenir et dont ils se nourrissaient pour avoir une force avait été aboli. Malgré tout, il faut les faire disparaître. Parce qu'aux yeux d'un certain nombre de personnes, s'ils sont encore là, ils peuvent, à tout moment, reprendre de leur force. Je vais à présent passer à ma dernière partie concernant la question des archives. C'est un petit peu le dernier volet de mon propos et c'est aussi un point qui, me semble-t-il, revêt une importance majeure pour appréhender l'État en acte. Les archives ne sont naturellement pas le synonyme de l'État au sens où nous l'entendons, et bien des pouvoirs de toute nature, des individus, des familles, ont possédé ou possèdent des archives. Donc, évidemment, ce n'est pas le propre de l'État. Pour autant, a priori, pas d'État sans archives, en particulier dans nos sociétés contemporaines. On n'imagine pas un État sans archives. En tout cas, moi, je ne l'imagine pas. Je peux me tromper. En tout cas, dans nos sociétés contemporaines, c'est tout à fait net. Pour l'époque moderne, le couple ne semble toutefois pas aussi établi et l'on pourrait à certains égards soutenir que les archives sont venues à l'État plutôt que l'inverse. Et je vais m'expliquer en particulier à propos du cas français. Le cas français est toujours, quand on fait de l'histoire comparée européenne, toujours un cas sur lequel on bute. Je me souviens de discussions avec des collègues allemands, par exemple, qui travaillaient sur la discipline sociale ou le disciplinement social. Le cas français les embête parce que ça ne rentre pas dans leur schéma explicatif qui va bien pour l'Italie, qui va bien pour l'Allemagne ou l'Espagne. Et le cas français, c'est un peu compliqué. Alors, ça tient du gallicanisme, ça tient de la manière dont le royaume s'est constitué, dont le prince est propriétaire ou pas de son domaine. Enfin bref, il y a beaucoup d'éléments qui font que c'est compliqué de considérer l'Europe dans un tout sans introduire le cas français. Et donc dans les archives, c'est la même chose. C'est un cas extrêmement parlant, me semble-t-il. Les choix faits par le pouvoir pour archiver la mémoire de son action, de ses titres, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, comme on va le voir, sont aussi le reflet de sa nature, de son rapport à l'information, de son volontarisme en la matière. En un mot, je crois qu'il faut le redire, même si vous le savez intuitivement, les archives ne sont pas que le gisement dans lequel les chercheurs vont chercher leur pain quotidien ou presque quotidien, qu'ils soient historiens, juristes ou autres du reste. Mais elles sont, me semble-t-il, un bon observatoire et une autre façon de regarder l'État. Alors évidemment, il faut à cet égard ne pas demander trop à l'État moderne, en considérant par exemple que le nec plus ultra de nos sociétés, c'est d'avoir un centre d'archives central pour un État. C'est un objectif qui n'est jamais atteint, en particulier en France, où vous savez, il y a plusieurs services centraux d'archives de l'État. Mais on pourrait considérer qu'effectivement, un État unifié a un service d'archives unifié. Alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai de nos jours, l'est encore moins à l'époque moderne. Et en particulier, même quand les masses ne sont pas très importantes, il y a déjà plusieurs centres de pouvoir archivistique, si vous me passez l'expression. Au début du XVIe siècle, c'est par exemple, dans deux cas différents. D'une part, le Trésor des Chartes, qui constitue d'une certaine manière ce qu'on pourrait appeler un service d'archives autonome, au sens où il n'est pas dépendant d'une institution qui est elle-même la productrice des documents qui y sont conservés, mais un service qui est dédié à la conservation des titres de la monarchie, quelle que soit l'origine de ces titres.
quelle que soit la personne ou l'institution qui en a forgé les éléments. Donc c'est un service qui est logé à la Sainte-Chapelle de Paris, au-dessus de la sacristie, hein, depuis le XIIIe siècle, jusqu'en 1783, donc après l'incendie de 1776, si vous connaissez un peu Paris, on a réorganisé le palais de justice et on a construit une aile particulière où on a mis le trésor des chartes, où il se trouvait au moment de la Révolution française. Mais sinon, jusqu'à presque la toute fin de la monarchie, il y a eu une association entre le trésor religieux, les reliques, installées là par Saint-Louis et ses successeurs dans ce magnifique édifice gothique qu'est la Sainte-Chapelle, et le trésor des chartes, associé à quelques éléments bibliophiliques de qualité. Et puis l'autre modèle, qui est un modèle beaucoup plus courant en réalité, beaucoup plus répandu et assez dominant à l'époque moderne, c'est le cas d'archives de la monarchie conservées par le service producteur, pour employer des terminologies archivistiques contemporaines. Par exemple, les greffes des grandes cours souveraines parisiennes, que ce soit la Chambre des comptes, le Parlement de Paris, qui ont leur gisement propre. Hein, depuis les Olymes, les premiers registres du Parlement de Paris au XIIIe siècle, jusqu'aux dates les plus récentes, la Chambre des comptes pour l'enregistrement des décisions concernant le domaine royal, les comptabilités, pour son propre compte. Alors, j'y ajouterai également, et ça c'est plus important et c'est plus neuf, le fait que chaque secrétaire d'État, ou chaque secrétariat, et puis secrétaire d'État au XVIe siècle et ensuite au siècle suivant, conserve ses propres archives, indépendamment, et souvent indépendamment même de l'institution, donc plutôt dans une logique de patrimonialisation familiale. Donc il y a une multiplication des lieux de conservation de la mémoire du roi, et donc la création ou l'affirmation de la notion d'État aurait pu inciter à une forme de regroupement de ces archives, et à cet égard, l'évolution suivie par la France de la Renaissance jusqu'à l'âge classique, jusqu'au XVIIe siècle, est en complet décalage avec ce qu'on observe dans d'autres réalités politiques européennes. Si vous prenez le cas de l'Espagne, le cas de l'Angleterre, le cas de Rome, des décisions sont prises au cours du XVIe siècle, des institutions sont créées, des mouvements de documents ont lieu qui tranchent avec les traditions médiévales. Il y a un nouveau régime des archives, comme il y a un nouveau régime politique qui s'instaure dans ces différents espaces qui évidemment ne se ressemblent pas, hein, mais qui ont en commun de passer à une nouvelle phase de leur organisation, et qui a duré plusieurs siècles, et qui dans beaucoup de cas continue encore à régir l'organisation archivistique de ces différents pays, qu'il s'agisse des archives de Simancas pour l'Espagne, du State Paper Office pour l'Angleterre d'Élisabeth, ou de l'Archivio Segreto Vaticano. Alors aujourd'hui on parle d'Archivio Apostolico Vaticano depuis 2019. Qu'on soit roi, qu'on soit reine, qu'on soit pape, on décide de centraliser davantage ces archives dispersées, mais surtout, et ça c'est un point qui est vraiment neuf, et qui place la France dans une situation de décalage chronologique importante, on y associe non seulement les titres, qui sont des actes de droit positif, qui créent un droit, mais aussi les traces de l'action, les traces de la décision, les traces de la réflexion politique, administrative, les correspondances, les mémoires, les notes, les brouillons, qui n'étaient pas dignes autrefois d'être conservés dans un trésor des chartes, puisqu'on n'y conservait que les chartes finales, le produit de toute cette chaîne, et qu'on se met à conserver la chaîne, considérant que ça fait aussi partie de l'action, de ce qu'on peut appeler l'État, mais de ce qu'on peut appeler effectivement le fonctionnement d'un régime politique, entré dans une forme de modernité. L'innovation est majeure, me semble-t-il. Elle naît en Italie au XVe siècle, et par imitation, elle gagne les autres grands États. On pourrait même penser que François Ier y a cédé également, en faisant saisir la correspondance de ses chanceliers, donc un matériau épistolaire qui n'était pas un matériau très pur, au sens archivistique du terme, mais que lui avait compris comme étant, ses conseillers, avaient compris comme étant effectivement un élément de documentation tout à fait intéressant. Mais le roi n'a mis en place aucune politique de collecte régulière et obligatoire des papiers de ses ministres, comme on l'a fait en Angleterre, en Espagne ou chez le pape. On aime aller rechercher des papiers de négociations anciennes chez les héritiers des cardinaux ou des familles de tels ministres pour les rapporter dans un endroit sous la tutelle du pouvoir politique. Et donc on assiste à une forme d'évaporation de la mémoire de l'État naissant dans sa dimension diplomatique et politique,
Et ça dure jusqu'au règne personnel de Louis XIV, autrement dit, durant la phase de l'installation de la théorie de l'État en France. Donc on a là un cheminement intellectuel qui n'est pas secondé, en tout cas du point de vue archivistique, par un mouvement qu'on voit pourtant se mettre en place dans des réalités politiques qui finalement ne sont pas très lointaines de la France, et connues en France, puisque effectivement il y a des diplomates qui passent, il y a des gens qui viennent, il n'y a pas d'étanchéité entre les pays à ce moment-là, les gens circulent beaucoup et savent ce qui se passe ailleurs. Parallèlement, pour faire bonne mesure encore, la monarchie délaisse à peu près au même moment, au milieu des guerres de religion, ce qui jusqu'alors avait constitué le plus clair de sa stratégie d'archivage médiéval, à savoir la conservation des registres de chancellerie, c'est-à-dire en fait des registres dans lesquels, depuis le début du XIVe siècle, on recopie les lettres de chancellerie destinées à des individus, lettres de rémission, de naturalité, d'autorisation diverses, que l'on délivre et dont on veut garder la trace, la mémoire, pour le cas où effectivement ensuite on vienne à poser des questions. Le glas de cette tradition d'enregistrement à la grande chancellerie, qui était finalement la seule trace vraiment centrale que conservait la monarchie de son action vis-à-vis des individus, sonne à un moment précis, qui est le renvoi de Michel de l'Hospital en 1568, date à laquelle, de manière très sèche, en septembre, au moment où il quitte le pouvoir, ces registres se sont arrêtés, alors que Michel de l'Hospital avait été très volontariste dans l'idée qu'il fallait absolument les maintenir, les enregistrer. Enfin bon, le rapport de l'Hospital à la loi est, vous le savez, quelque chose d'absolument remarquable, presque un apax en ce XVIe siècle, surtout dans les circonstances tragiques qu'il a vécues. Lui, il a tout misé sur la loi, si on peut dire, et il a plutôt gagné, même si à un moment donné, il s'est trouvé en décalage avec les volontés plus transactionnelles, dirons-nous, de Catherine de Médicis et des principaux chefs du gouvernement. Et donc, si on tient compte de ces deux réalités que j'évoquais, à savoir le fait que on ne va pas chercher les documents épistolaires ou des négociations des secrétaires pour les mettre dans les archives du roi, et qu'on arrête d'enregistrer ce qui était encore la manifestation la plus organisée de l'archivage médiéval, on pourrait conclure que l'État en France, au XVIe siècle, loin de se développer, se déconstruit, au contraire, et s'affaiblit en tout cas dans son volet archivistique. Alors, on pourrait, malgré tout, avoir une vision un petit peu plus nuancée de ces choses-là, pour précisément comprendre pourquoi, malgré tout, l'État continue d'avancer, ou en tout cas son organisation institutionnelle. D'abord, la mémoire archivistique de la diplomatie du gouvernement ne se perd pas. Simplement, elle n'est pas conservée par le roi, elle est conservée par des dynasties de secrétaires qui se succèdent au sein de ce que certains ont appelé des clans familiaux, qui assurent que tous les secrétaires d'État proviennent à peu près des mêmes groupes familiaux. Des beaux-frères, des neveux, des gendres, enfin tout ce que vous voulez. Donc il y a une forme de conservation qui en fait se superpose ou est superposée à un groupe qui en fait est le groupe qui tient en ses mains, par fidélité au roi, l'action épistolaire de la monarchie. Et donc d'une certaine manière on peut considérer que c'est vrai que le roi ne l'a pas sous sa main, mais en réalité il a sous sa main ce groupe qui lui a ses archives. Et que pour assurer une bonne maîtrise de l'information, c'est peut-être pas plus mal que ces gens-là l'aient au quotidien dans leur bureau. On pourrait considérer qu'il y a une forme de rationalité, de dire je ne les prive pas de leurs archives parce qu'ils en ont besoin pour bien faire leur travail à mon service. Je simplifie, mais on peut regarder ça comme ça. De la même façon, on peut voir autrement la fin de l'enregistrement. Certes, Michel de l'Hospital qui en fait une forme d'obsession, en disant je veux que la chancellerie puisse afficher un résultat d'archivage qui soit parfait, ça s'arrête brutalement. Et pourquoi ça s'arrête brutalement sans que ça suscite finalement une sorte de collapsus ou d'écroulement de l'action de l'État? Tout simplement parce que déjà depuis une dizaine, ou une vingtaine ou une trentaine d'années, cet enregistrement des lettres individuelles, il est devenu de plus en plus systématique dans les cours de justice. Certes des cours souveraines, mais aussi des plus petites, bailliages, sénéchaussées, qui ont ouvert à Lyon vers 1540, pour ce qu'on a conservé, Boulogne-sur-Mer vers 1550, etc. Des séries de registres dans lesquels on va enregistrer les lettres concernant tel secteur géographique, tel ressort évidemment. Et donc, l'enregistrement n'est plus centralisé, il est déconcentré, si vous me passez l'expression. Donc, il y a une mémoire qui est conservée, et le roi peut faire appel à la mémoire de ses juges, enfin de ses greffes, de ses juges. Donc, d'une certaine manière, voilà. C'est juste pour vous dire que le cas français est spécial, le cas français peut donner à penser comme, mais on peut aussi le voir comme étant finalement un cas où, au contraire, peut-être plus qu'ailleurs, l'État est assez confiant en lui-même pour, d'une certaine manière, se dire l'information, j'en ai besoin si je veux. Je l'ai. Elle n'est pas là, elle est là et je sais où aller la chercher.
C'est pour ça, quand on fait de l'histoire ou du droit, il faut toujours essayer de penser contre ces évidences ou ce qui serait la norme ailleurs. Au XVIIe siècle, on assiste, et je progresse pour essayer d'aller à la fin de mon propos, on assiste à une forme de privatisation de la mémoire de l'État dans les bibliothèques des ministres ou des cardinaux-ministres, Richelieu ou Mazarin. Alors, certes, les grands gardiens du temple archivistique, étatique, que sont les chanceliers gardes des Sceaux, je pense à Michel de Marillac par exemple, qui à certains égards, bien qu'il porte le même prénom, est un Michel de l'Hôpital un petit peu différent, hein, beaucoup plus catholique évidemment, mais qui a cru dans le volontarisme de ce pouvoir judiciaire du roi. On connaît évidemment, vous connaissez mieux que moi son code, dit code Michaud d'ailleurs de son nom, 1629, relativement peu appliqué mais avec énormément d'articles qui disent son ambition intellectuelle. Je crois qu'il est plus important en nombre d'articles que tous les codes ou les grandes ordonnances de réformation de justice du XVIe siècle. Michel de Marillac a cru dans la réactivation du Trésor des Chartes, en disant bon, j'ai compris, les finances ont pris un poids très important dans la marche de l'État, et on va mettre des archives du contrôle général, enfin ça ne s'appelle pas le contrôle général, mais la surintendance, des registres de contrôle, etc., dans les archives du Trésor des Chartes. C'était une idée plutôt maligne de dire voilà, on a un outil, on va le faire, on va le moderniser, et puis on va y faire entrer ce qui est moderne. Et puis on va demander aussi au secrétaire d'État de temps en temps d'envoyer des copies de leurs négociations. Et ça n'a absolument pas marché, tout simplement parce que Richelieu y est opposé. Richelieu n'a pas envie du tout de se dessaisir de ses papiers. Il en a besoin pour sa gestion au quotidien, et puis évidemment, il ne veut pas passer sous la coupe du garde des Sceaux. C'est le moment, vous le savez, où ce qu'on a appelé la raison d'État, en tout cas ainsi qualifiée par les penseurs, certains penseurs du moment, se déploie dans une forme polémique, qui voit Richelieu affronter d'autres cercles de pensée du pouvoir, soit auprès du gouvernement en France, soit même à l'échelle de l'Europe. Cette raison d'État, elle est formulée du point de vue documentaire comme également une manière de gérer la question de l'accès à la documentation écrite révélant l'action de l'État. L'idée, c'est de révéler spontanément certaines choses, donc de publiciter beaucoup, de saturer en quelque sorte l'espace public de publications, éventuellement de sources, de correspondances, de mémoires, pour mieux dissimuler en fait le reste. Donc de commander en quelque sorte ce qu'on veut délivrer, montrer que l'action de l'État, elle procède de telle et telle façon, et en réalité de ne pas révéler comment on en arrive là et ce qu'on fait sur ce plan. La raison d'État, c'est pas la fermeture, le secret absolu de tout, c'est la fermeture raisonnée, pensée d'un certain nombre de données documentaires, tout en nourrissant. Et quand je dis saturé, c'est pas complètement faux, on publie beaucoup l'espace public de données qui parlent de l'action publique, mais qui en parlent à la façon dont le gouvernement souhaite qu'on en parle. Et donc la bibliothèque, pour un cardinal ministre, c'est une bonne façon finalement de conserver dans un espace qui est institutionnalisé, qui éventuellement peut être ouvert à quelques collaborateurs choisis, des documents que l'on ne souhaite pas, dont on ne souhaite pas se dessaisir au profit d'une institution qui, elle, poursuit son activité. La transition entre donc, cette évaporation, cette mise en bibliothèque et ensuite la création des grands dépôts à l'image de ce qu'on trouve partout en Europe, elle intervient en fait durant le règne personnel de Louis XIV à partir de 1661. D'un côté, on voit Colbert qui assure sa petite transition à lui en faisant dériver la mémoire de l'État ou de l'action du gouvernement vers la bibliothèque du roi et non plus celle de Colbert lui-même. Donc ça, c'est déjà un premier gain. Et ensuite, deuxième étape, c'est lorsque Louis XIV, d'une certaine manière, vient mettre un petit peu son nez dans les transmissions de documents entre ses secrétaires d'État. Et le cas le plus célèbre, celui qu'on met toujours en avant, c'est le moment où il fait saisir chez les héritiers de Hugues de Lionne, qui était son secrétaire d'État aux Affaires étrangères, les papiers de ces négociations pour les confier non pas à la bibliothèque du roi ou à Colbert, mais au successeur d'Hugues de Lionne, qui n'est pas de sa famille, mais qui accomplit les mêmes fonctions auprès du roi. Donc là, évidemment, il faut un pouvoir assez fort pour être certain que le successeur, il ne va pas récupérer les papiers et puis ensuite partir avec. Donc là, on a effectivement l'idée que le roi impose des transmissions qui ne se faisaient pas automatiquement. Et se constitue à ce moment-là une mémoire qui n'est certes pas centralisée, mais qui est au moins maintenue
dans le giron de l'institution et non pas des familles. Puis vous avez parallèlement l'action intelligente, parce que comprenant bien que le temps est révolu de cette évaporation, de Colbert ou de Louvois, qui vont se transmettre les documents à l'intérieur de leur famille, mais qui vont faire en sorte que le moment venu, quand la famille n'est plus à même d'occuper les fonctions de secrétaire d'État de la Maison du Roi ou de la Marine ou de la guerre, les papiers soient transmis normalement aux successeurs. Tout ceci, et je passe très vite, étant symbolisé d'une certaine manière dans le déménagement des services et de leurs archives dans les nouveaux hôtels construits en 1761 et 1762 à Versailles, que vous pouvez encore admirer, l'hôtel de la guerre, de la marine et des affaires étrangères. Les affaires étrangères, en particulier, c'est la bibliothèque de la ville de Versailles. À l'étage noble, vous trouverez effectivement ces grandes salles où se trouvaient autrefois des registres qui aujourd'hui sont consultables aux archives diplomatiques de la Courneuve. Alors, je pourrais poursuivre mon propos sur une période que le professeur Bigot connaît fort bien, qui est celle de la Révolution française, la question de l'État, de son partage, de son incarnation au début de cette période historique absolument fascinante, est une question évidemment assez complexe. Je ne veux pas m'y risquer, surtout en fin de conférence et surtout devant lui, mais je voudrais attirer juste l'attention, ce sera mon propos final, sur la manière dont on a traité les archives dans ce moment particulier de l'histoire de France. Alors on sait évidemment à quel point notre régime archivistique actuel doit beaucoup à la période révolutionnaire en termes d'institutions, de constitution de fonds. Ça, je passerai le détail, je peux y répondre dans les discussions qu'on aura. Il faut évidemment aussi rappeler que la Révolution doit beaucoup aux archives et que celles-ci ont accompagné chacune de ces évolutions politiques et institutionnelles. Alors, les archives nationales ont été instituées pour être non pas uniquement, comme on le dit parfois, les archives de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée constituante, mais aussi les archives du nouveau régime, dans son ensemble. Ça, c'est vraiment un point important. C'est un service, certes propre à la constituante, dirigé par un député, le député Camus de Paris en l'occurrence, mais qui est archiviste de la nation. Donc là, on commence à avoir effectivement l'idée que par les archives, l'Assemblée constituante, c'est la nation. Exactement ce que Louis XV ne voulait pas. Donc, vous voyez, c'est regardé peut-être par un petit bout de la lorgnette, mais c'est aussi un élément à verser à la discussion, me semble-t-il, parce que par ce biais-là, effectivement, on a fait beaucoup. Deux exemples. Camus, qui est nommé dans l'été 1789, fait revenir dans les archives de la Constituante le serment du jeu de paume, qui avait été laissé, considérant que c'est un élément fondateur. Et c'est lui qui, muni des minutes du décret qui forme l'Assemblée législative en 1791, fait prêter serment aux nouveaux députés sur le texte qu'il est allé chercher dans ses archives, qui rapporte ensuite. Et on pourrait même ajouter, alors vous savez, au début de la Révolution, on est président par tour. Et Camus est président pendant 2 semaines, fin octobre, début novembre. Et c'est lui qui profite de ce moment pour aller chercher dans ses archives l'acte en minutes de l'abolition, l'abolition des privilèges, pour le soumettre au roi en disant, mais voilà, ça je l'ai retrouvé dans mes archives, vous allez mettre ça au clair, il manquait la signature du roi. Voilà. Donc le texte achève son chemin, si j'ose dire, même si dans les faits, les choses ont progressé. Et donc on voit bien à quel point les archives ne sont pas uniquement un réceptacle, mais vraiment un service actif, proactif, en faveur de l'accélération du nouveau régime. J'ajoute que on y conserve assez rapidement tout ce qui fonde les principes du nouveau régime. Les premiers documents qu'on va faire rentrer, ce sont les archives du comité des départements, qui forment effectivement le nouveau territoire. On va ensuite y faire venir, alors à des dates postérieures, le maître étalon, qui n'est pas un document écrit, mais qui est un document fondateur du nouveau système métrique, qui évidemment s'apparente aussi à des décisions uniformisatrices de la Révolution française. Si l'on avait suivi à la lettre le fameux décret de Messidor en II de la Convention, juin 1794, toutes les archives de France auraient été contenues physiquement, ou au moins symboliquement, dans les archives nationales, qui étaient le centre de toutes les archives de la France. Donc, un rêve, d'une certaine manière, de centralisateur, non abouti, mais enfin, révélateur, comme toute cette loi d'ailleurs, qui postule essentiellement des rêves, mais qui a constitué une forme d'imaginaire
y compris encore aujourd'hui, parce qu'on ne la lit plus comme on devrait la lire, c'est de manière historique, mais en considérant qu'elle a posé des principes assez intangibles d'accès à tous les documents, etc. Alors ce n'est pas du tout l'intention du législateur, mais exprimée comme telle, sur le papier, effectivement, on a l'impression d'une loi extrêmement fondatrice, hein, et donc c'est dans les archives que ça se passe également. Avec l'établissement du directoire, pour rester toujours à la période révolutionnaire, la suppression du district en 1796, qui est une rupture avec ce qui avait été décidé jusque-là, commande, pour des raisons pratiques autant que politiques, la réunion des archives au niveau local, et voilà créer les archives départementales, qui est le réseau le plus solide, et qui résiste à tout, même à la décentralisation française, puisque c'est un service départemental, financé et sous la tutelle du conseil départemental, mais dont le chef de service est un personnel d'État, soumis à l'autorité du préfet, qui conserve à la fois des archives locales du département et des archives de l'État. Et j'ajouterai aussi les archives déposées des mairies et les archives versées des notaires. Hein, donc un service qui résiste d'une certaine manière à une explosion, je dirais, selon les différentes tutelles dont nous avons le génie. Je vais terminer à présent par quelques mots, parce que je vais pas, le temps a passé, je ne vais pas pouvoir aller aussi loin que je l'aurais voulu pour rentrer dans le mémoire, dans l'état en acte dans d'autres domaines, qu'ils soient policiers, qu'ils soient statistiques, administratifs, mais je vais redonner ici la parole à un autre chartiste. Vous me pardonnerez cette accumulation de confréries. Juriste, malgré tout, hein, je vous concède à chaque fois qu'il y a des juristes. Il est breton en plus, donc j'espère qu'il ne vous déplaira pas trop. Et, me semble-t-il, parfaitement adapté à ce moment et à ce lieu. En l'occurrence, Frédéric Jouon des Longrets, qui fut aussi professeur d'histoire du droit à l'école des Chartes. Il était un partisan convaincu de la méthode comparatiste. Il était formé à l'école de Le Play, qui pratiquait donc l'anthropologie juridique avant l'heure. Et il s'était efforcé, alors c'est une des particularités de sa recherche, de rechercher dans les actes de la pratique l'esprit du pouvoir au Japon. À l'époque médiévale, il louait, je cite, la méthode historique enseignée aux Chartes, dans laquelle des faits, même menus, parlent plus haut et sont parfois plus convaincants que les assertions générales les plus répandues. J'espère donc vous avoir convaincu modestement d'attacher un peu d'importance à ces menus faits que sont les centaines de milliers d'actes royaux et à ces institutions un peu austères que sont les archives, pour essayer de regarder, en juriste que vous êtes, l'État moderne à hauteur d'actes et donc à hauteur d'homme. Et je vous remercie.